semaine dans Carnet de santé, un regard sur la fistule obstétricale, une blessure à l'accouchement dévastatrice qui conduit souvent à l'isolement. Le professeur Serigne Magaye Gaye de l'université Cheikh Anta Diop partage quelques solutions pour mettre fin à la fistule obstétricale sur le continent. Et l'Afrique du Sud à la recherche de solutions face à une épidémie mortelle de choléra. De plus, les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme sur les conditions de vie précaires des déplacés en RDC. Enfin, un photographe ghanéen nous conte la fistule obstétricale à travers sa caméra. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est l'une des blessures les plus tragiques de l'accouchement. La fistule obstétricale est une perforation entre l'appareil génital de la femme et la vessie ou le rectum. Elle provoque une perte incontrôlée d'urine et souvent d'excréments. Les fistules obstétricales sont souvent dues à un travail d'accouchement prolongé sans accès à un traitement médical rapide et de bonne qualité. Chaque année, entre 50 000 et 100 000 femmes dans le monde sont touchées par la fistule obstétricale, selon l'Organisation mondiale de la santé. De nombreuses femmes dans certaines régions d'Afrique en souffrent en silence. Notre correspondant, Id Ouessou, nous en dit plus depuis Dar es Salaam, en Tanzanie, dans ce reportage raconté par Blanche Sanou. Christina James, une résidente de Kahama dans la région de Shinyanga, au nord-ouest de la Tanzanie, a parcouru plus de 900 km jusqu'à l'hôpital CCBRT de Dar es Salaam à la recherche d'un traitement de la fistule. La fistule obstétricale, causée par un accouchement prolongé et obstrué, a un impact dévastateur sur les femmes. La blessure, qui fait qu'une personne perd le contrôle des mouvements de la vessie et des intestins, peut entraîner d'autres complications si elle n'est pas traitée. Christina James dit qu'elle a lutté contre la fistule pendant plus de 2 ans avant de recevoir un traitement chirurgical. J'ai accouché naturellement et j'étais censée avoir des points de suture à l'hôpital. Mais après avoir reçu les points, ceux-ci ont été arrachés. J'ai été envoyée à l'hôpital, mais j'avais déjà une infection fongique. Bien qu'elle ait cherché de l'aide, Christina James dit que ses problèmes médicaux n'ont pris fin que cette année lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital CCBRT. Je demande à toute personne qui a un enfant de le surveiller attentivement et de l'envoyer à l'hôpital quand il ressent de la douleur. Il ne faut pas les laisser aux gens qu'il ne connaît pas. Cela cause beaucoup de problèmes. Les souvenirs de son parcours de guérison sont douloureux. Elle était socialement isolée et ridiculisée et s'est retrouvée incapable de travailler à cause de la honte associée à sa blessure. Elle veut changer cette situation pour les autres. Les médecins du pays veulent également encourager les femmes à comprendre la maladie et à demander de l'aide. Daniel Michael, chirurgien dans un hôpital où Christina James reçoit un traitement, affirme que la communauté doit également soutenir les femmes. Nous demandons une prise en charge rapide de ces femmes en temps opportun, car le plus gros problème de la fistule survient pendant la douleur du travail. Ces patientes sont ignorées. Nous demandons donc au niveau de l'hôpital que les patientes ne soient pas gardées dans une période prolongée de travail. Et si l'hôpital ne peut pas les aider à temps, ils doivent les référer le plus rapidement possible. Chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 50 et 100 000 femmes sont touchées par une fistule obstétricale qui peut être traitée généralement par chirurgie. Le docteur Serigne Magaye Gaye est professeur d'urologie à l'université Cheikh Anta Diop et andrologue. Il nous en dit plus sur la fistule obstétricale. Donc, c'est une complication de l'accouchement qui est le corollaire d'une mauvaise surveillance de la grossesse qui aurait permis d'identifier les femmes qui auront des complications parce que le fœtus soit est trop gros ou bien parce que les parties génitales ne sont pas suffisamment développées pour permettre au fœtus de progresser, ou bien que le bébé est mal positionné dans l'utérus, dans le ventre de la mère, et toutes choses qu'on peut voir pendant les consultations prénatales qui
qui ont manqué dans le cas pareil. Absolument. Je pense que prévenir la fistule obstétricale, ça commencera d'abord par une bonne information, une bonne communication envers les populations pour qu'elles sachent que la grossesse, même si elle est un phénomène physiologique, pas du tout anormal, ce phénomène doit être surveillé. Il doit être surveillé par des personnes qualifiées. Et que lorsque l'accouchement se passe, il doit se passer dans un milieu médicalisé, surveillé par des personnes aussi qualifiées, bien formées. Ça peut être des sages-femmes, ça peut être des médecins. Et que l'on doit arrêter d'accoucher dans la case, parce que traditionnellement, les mamans et les grands-mamans ont accouché sous la case. Il faudrait aussi faire tout pour éliminer les 3 retards. Le premier retard, c'est le retard qui consiste à décider d'amener la femme au centre de santé. Le deuxième retard, c'est le retard qui consiste à avoir des difficultés pour accéder au centre de santé. Et enfin, le troisième retard, c'est le retard à l'intervention dans le centre de santé même. Que lorsqu'une femme arrive dans un centre de santé à la maternité, qu'on puisse rapidement identifier celle qui pourra accoucher normalement et celle qui ne pourra pas accoucher normalement. Et celles qui ne pourront pas accoucher normalement doivent immédiatement bénéficier d'une césarienne. Et lorsque la femme développe déjà la fistule, ça veut dire lorsque la fistule est déjà constituée, nous n'avons pas beaucoup d'autres options que la chirurgie. Cette chirurgie est une chirurgie qui peut être très excitante, comme on dit, mais qui a beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Ce qui demande une formation particulière pour commencer à s'occuper de la chirurgie des femmes porteuses de fistules. Elles peuvent être très simples. Les cas de fistules peuvent être très simples, ce qu'on appelle des fistules simples. N'importe quel praticien de chirurgie, de gynécologie, d'urologie, même certains médecins qui ont des compétences chirurgicales de base, peuvent être formés à réparer ces cas. Les cas peuvent être un peu moins simples, pour ne pas dire un peu plus complexes, voire compliqués, et ça demande une formation particulière. Mais comme on dit, reconnaître ses limites est un début de compétence, et chaque praticien doit savoir ce qu'il peut prendre en compte et ce qu'il ne peut pas prendre en charge. Et en ce moment, les choses se passeront très bien. Certains organismes humanitaires affirment que le montant de l'aide destinée à des pays comme la République démocratique du Congo a été affecté par l'aide à l'Ukraine. Paul Ndiho de la VOA a visité le camp de Sake dans la province orientale du Nord Kivu et raconte les défis vécus par les déplacés. Récit Jininiwa. Gato Francine, mère de 6 enfants, vit depuis 10 mois dans le camp de Sake pour personnes déplacées en RDC. Elle a fui sa ville natale de Kalenga à cause des attaques du groupe rebelle M23 qui terrorise la région. Elle dit que la vie est dure dans le camp et qu'elle doit parfois mendier de la nourriture. J'ai fui mon village à cause de la guerre menée par le M23. Quand ils sont arrivés chez nous à Kalenga, ils ont lancé une bombe sur ma maison. Alors nous nous sommes enfuis. Je n'ai rien emporté avec moi. Comme Francine, ce garçon de 15 ans qui n'a donné que son prénom, Sam, a été placé par le conflit dans la région. Il a été touché par une balle perdue et se rétablit actuellement après avoir subi une intervention chirurgicale dans le camp de Sake. Selon le HCR, plus de 880 000 personnes ont été contraintes de quitter leur foyer dans l'est de la RDC depuis mars 2022, date de la flambée de violence. Nous travaillons également dans le domaine de la santé, en particulier de la santé mentale, car les populations ont été affectées par les déplacements et les combats ont parfois été très durs et ont fait de nombreuses victimes. Le CICR fournit une aide humanitaire indispensable aux habitants du camp. Anne-Sylvie Linder explique que le travail de son organisation en RDC est difficile en raison d'un manque de financement. Toutes ces crises ont été comme un défi. Je parle du nombre de personnes déplacées et cela dépasse toutes les capacités de n'importe quelle organisation internationale. Nous devons donc beaucoup travailler ensemble. Selon Madame Linder, l'argent qui aurait pu leur être versé va maintenant à l'Ukraine et les habitants de la RDC doivent se débrouiller seuls. Malgré les difficultés financières, le CICR apporte son soutien à plusieurs hôpitaux, dont Bethesda Ndosho à Goma, l'hôpital général de Beni, l'hôpital provincial de Bukavu et un programme de chirurgie à Bukavu.
Plus de 20 de personnes sont mortes du choléra juste à l'extérieur de la capitale sud-africaine Pretoria au cours des 2 dernières semaines et des centaines ont été hospitalisées. La VOA a parlé aux résidents touchés et aux autorités qui recherchent toujours la source. Reportage de Kate Bartlett depuis Hammanskraal, Afrique du Sud. Le récit est de Gabi Dorsil. Alors que le choléra, une maladie d'origine hydrique, peut être courant dans d'autres parties de l'Afrique, il est inhabituel en Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé du continent. Mais près de 20 de personnes sont mortes ces derniers jours et dans cette zone pauvre, juste à l'extérieur de la capitale, Pretoria, des habitants comme les Rato Marota blâment carrément le gouvernement. Les gens meurent du choléra, alors nous avons peur maintenant parce que notre eau est très sale. Elle dit que son mari est tombé malade à cause de l'eau, mais qu'il s'est heureusement rétabli après être allé à l'hôpital. Cependant, dit-elle, bien que cette épidémie soit nouvelle, l'eau est sale depuis des années. Nous blâmons le gouvernement parce que le gouvernement, cela fait longtemps que nous nous battons pour obtenir de l'eau potable. Mais ils n'ont rien dit à ce sujet. Je pense que c'est de la corruption parce qu'ils ne nettoient pas l'eau. L'ONG sud-africaine Gift of the Givers tente d'arrêter la propagation de la maladie en distribuant des milliers de bouteilles d'eau potable et d'autres aides à la communauté et à des écoles comme celle-ci. Il y a une épidémie à Hammanskraal, alors les résidents de cette localité paniquent face à l'eau du robinet. Le gouvernement a également mis en place cet hôpital de campagne pour alléger la pression sur le principal hôpital de la ville. Nous encourageons les personnes présentant des symptômes, des signes ou des problèmes gastro-intestinaux à venir ici. Puis nous les trions et nous leur donnons un traitement. Nous avons des stations de réhydratation orale et nous offrons une thérapie intraveineuse. Selon Zinabam, le gouvernement poursuit les tests pouvant permettre d'identifier la source de cette épidémie de choléra près de la capitale sud-africaine. Nous terminons aujourd'hui avec un aperçu de la fistule à travers les objectifs d'un photographe ghanéen qui utilise la puissance de son appareil photo pour immortaliser les histoires de certaines patientes souffrant de fistules obstétricales. Regardez. Je m'appelle Nana Kofi Akwa, je suis originaire du Ghana et je suis photographe documentariste. Lorsque j'ai découvert le pouvoir de la photographie et que j'ai travaillé comme rédacteur dans la publicité, je me suis senti bien. J'ai la chance d'avoir eu 2 compétences que la plupart des gens n'ont pas. Alors pourquoi ne pas les combiner pour raconter des histoires du continent? J'étais en mission au Mali sur le sujet de fistule. J'ai rencontré, interviewé et photographié de nombreuses patientes. La cause principale, c'est qu'elles sont mariées à l'âge de 13 ou 14 ans et tombent enceintes à 15 ans. Il y a donc des filles de 14, 15, 16 ans qui sont sur le point d'accoucher, mais dont le corps n'est pas complètement développé pour supporter le traumatisme de l'accouchement par voie basse. C'est la pire chose qui puisse arriver à une jeune fille. Vous savez, j'en ai rencontré une qui ne peut plus marcher correctement. Elle a besoin d'une canne. Et sa seule faute, elle s'est mariée. Elle avait 15 ans et s'est mariée avec un homme de 30 ans. J'étais heureux de voir des médecins formés à la chirurgie réparatrice et d'attendre les histoires des femmes qui se sont rétablies, qui ne savaient même pas qu'il y avait des traitements possibles. Vous savez, pendant des décennies, ces filles et femmes ont été isolées de la société. J'ai photographié des dames âgées qui ont eu des fistules à l'âge de 15 ans. Elles ont enfin été opérées à l'âge de 65 ans. Ce voyage que le monde entreprend aujourd'hui avec le féminisme et les droits de la femme, c'est un combat auquel j'ai eu le privilège de participer. J'ai toujours essayé de défendre les droits des femmes dans mon travail. Je suis très fier d'être identifié comme féministe. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt.